Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. On commence cette édition au Bénin. Le vote pour l'élection présidentielle s'est terminé à 4 heures de l'après-midi, heure locale. Plus de 4,5 millions de personnes étaient inscrites pour l'élection présidentielle. 33 candidats briguent la succession du président Thomas Boni Yahi. Les électeurs voudraient que soit réglé tout un tas de problèmes. Ici au Bénin, les électeurs font la queue pour élire le candidat qui succédera au président Thomas Boni Yahi. Dans ce bureau de vote, un électeur a attiré beaucoup d'attention. Lionel Zinzou est l'un des favoris des 33 candidats qui briguent la présidence. Je souhaite vivement que tous nos compatriotes participent au vote et je souhaite que cela représente et reflète la même paix et la même sérénité que pendant ces dernières semaines. Les observateurs ont rapporté des retards dans l'ouverture d'environ un tiers des bureaux de vote. Mais à ce bureau de vote du centre de la capitale Cotonou, les électeurs ont attendu patiemment pour glisser leur bulletin dans l'urne. Je pense que tout s'est passé plutôt normalement. Les gens sont sortis massivement voter. Ça a été un peu difficile de retrouver le centre de vote, mais le plus important, c'est que j'y sois en ce moment pour voter. Je vois que tout va normal. On n'a pas de problème. Bon, tout est normal ici. Des changements dans la procédure électorale ont été même faits à la dernière minute afin d'autoriser autant d'électeurs inscrits que possible de venir voter. Il y a eu des retards importants et des problèmes pour imprimer et distribuer les cartes d'électeurs. Donc samedi soir, la commission électorale a dit que quiconque s'est inscrit pour voter mais n'a pas reçu sa nouvelle carte électorale peut utiliser celle de l'élection parlementaire de l'an dernier. Cela signifie que de nombreuses qui pensaient ne pas être en mesure de voter aujourd'hui ont en fait pu se rendre aux urnes pour choisir leur président. Et les attentes sont fortes chez les électeurs vis-à-vis du prochain dirigeant du pays. Le nouveau président, il faut quelqu'un qui connaît son pays, quelqu'un qui a de l'amabilité, qui aime les gens. Il faut qu'il aime les gens, qu'il connaît la souffrance des gens. C'est ça. Pour un nouveau président, la jeunesse n'a pas de travail. Nous voulons du travail pour la jeunesse. Il y a plein de jeunes qui souffrent au pays. Le décompte est en train de se dérouler dans plus de 10 000 bureaux de vote dans tout le pays. Les résultats provisoires devraient être disponibles en milieu de la semaine prochaine. Les Ougandais attendent une décision judiciaire après le récent scrutin présidentiel. Les candidats de l'opposition ont déclaré que le vote n'avait été ni libre ni équitable et ont lancé une pétition la semaine passée. Désormais, certains Ougandais s'interrogent sur l'indépendance des juridictions dans le pays. Reportage. 2 semaines déjà se sont écoulées depuis la fin du scrutin présidentiel et la vie dans la capitale Kampala semble reprendre son cours normal. Mais sur le plan politique, les réactions sont partagées à la suite d'une pétition déposée devant la Cour suprême cherchant à remettre en cause la victoire du président Yoweri Museveni. Il y a un peu d'espoir sur le plan judiciaire à en juger ce qu'il s'est passé lors des élections de 2006 quand l'opposition avait déposé une pétition similaire et le parti au pouvoir l'avait quand même emportée. Nous n'attendons pas grand-chose. La justice doit faire son travail équitablement. Elle ne doit pas prendre en compte le fait qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'opposition, mais tous les Ougandais doivent pouvoir exprimer leurs droits devant la justice. Et pour les partisans du président Museveni, ils espèrent une victoire judiciaire. Comme nous avons remporté les élections, nous remporterons de la même manière une victoire face à cette pétition. Il ne va pas l'emporter car il est l'un de ceux qui désignent les juges. Mais il va l'emporter car tout est très clair quant à sa victoire dans de nombreux quartiers. Cette semaine, le président Museveni a reçu une copie de la pétition des députés représentant Amama Mbabazi qui est arrivé 3e du scrutin. Et la Cour a débuté ses auditions lundi. Le principal concurrent, Kizza Besigye, qui est arrivé second avec 35% des voix, n'a pas déposé de pétition devant la justice, mais souhaite un audit indépendant. Les observateurs de l'Union africaine ont indiqué que les élections en Ouganda ont été largement pacifiques, mais leurs homologues européens déclarent que les élections ont été menées dans une atmosphère intimidante. From the ballot to Uganda's Supreme Court,
Des bureaux de vote à la Cour suprême ougandaise. Les 9 plus hauts juges du pays ont 30 jours pour se prononcer sur la pétition avant une décision attendue le mois prochain. Il semble qu'un nouveau moyen ait été trouvé pour combattre les djihadistes de Boko Haram. Les autorités nigérianes ont réussi à couper la route d'approvisionnement des combattants et ceux-ci sont progressivement affamés. On rapporte que cela aurait amené certains d'entre eux à se rendre. Jusqu'à 76 combattants affamés de Boko Haram se seraient rendus à Goza, à environ 80 km au sud-est de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Les rebelles auraient affirmé aux autorités que davantage de combattants souffrant de famine veulent se rendre. Goza est le bastion des rebelles et Boko Haram en a fait un califat en 2014. L'armée a intensifié son offensive contre le groupe depuis décembre dernier, lorsque le président Muhammadu Buhari a donné 3 mois à ses chefs militaires pour vaincre Boko Haram. L'offensive a coupé les vivres et d'autres approvisionnements aux rebelles qui autrefois occupaient des territoires et y arboraient leurs drapeaux. L'État de Borno a aussi interdit le commerce de viande séchée afin de supprimer l'une des sources de revenus des rebelles, ceux-ci se finançant grâce à ce commerce. Plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis que le groupe salafiste a lancé sa campagne pour fonder un califat dans la région nord-est du Nigeria. 2 millions de personnes ont par ailleurs été chassées de chez elles. Pendant ce temps, un mois après les attaques terroristes qui ont fait 30 victimes à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la vie reprend progressivement son cours. L'hôtel Splendide et la plupart des restaurants au cœur de ces événements tragiques ont repris leur activité. Nous sommes à Kwame Nkrumah, la célèbre avenue de Ouagadougou, qui fut la scène des attaques terroristes qui ont touché nombre de commerces de l'artère, dont le Cappuccino. Autrefois un bar très animé et fréquenté, le Cappuccino ressemble désormais à un site fantôme. Et Abou Soufiane Ouedraogo, le directeur administratif du lieu, est toujours en état de choc. Dans l'ensemble, nous sommes encore touchés psychologiquement. Bon, il y a toujours des nuits blanches, mais le personnel se porte un peu à merveille. En esprit, on est en train d'affronter la situation tout doucement, tout doucement. Vu les dégâts, surtout en vie humaine, c'est des personnes auxquelles on s'attachait réellement. À quelques pas du Cappuccino se trouve le Taxi Brousse, un autre bar qui fut la cible des terroristes. L'un d'eux a été tué ici. Contrairement au Cappuccino, le Taxi Brousse a timidement ouvert ses portes avec quelques employés attendant les clients. Judith Conan a encore des difficultés à oublier cette nuit. 15 janvier, on était là. On ne s'attendait pas à un truc pareil. D'un seul coup, on entend les tirs, mais pas des petits tirs, des tirs à l'âme lourde. Donc on a eu peur. On voulait même sortir d'ici. Mais avec la peur et tout, on s'est dit, peut-être que si on va là, ils sont là-bas. Donc on est rentré par ici. On a trouvé une cachette là-haut, on s'est caché. Mais les tirs n'ont pas cessé. Et nous, on est restés dans ça jusqu'au petit matin. Zainaitou Contegombe est la propriétaire du Taxi Brousse. Ayant vécu elle-même cette tragédie, elle a pris son courage à deux mains pour relancer son bar alors que les dégâts sont toujours visibles. Depuis l'attaque, de nombreux sites dans la capitale ont accru la sécurité pour leur clientèle. Mais Zainaitou voit les choses différemment. Je pense que les attaques de terroristes n'ont rien à voir avec les mesures de sécurité. Je ne crois pas qu'un militaire devant l'entrée pourra empêcher un terroriste de faire ce qu'il veut s'il en avait envie. Et pour ne pas indisposer mes clients, parce que ça ne doit pas être facile aussi, de voir avec le Kalachnikov se braquer devant soi. La nuit est tombée à Ouagadougou. Dans le restaurant Taxi Brousse, auparavant fréquenté par de nombreux clients, la clientèle n'est désormais plus la même. Beaucoup de personnes sont toujours effrayées et ne reviennent pas, à l'exception de certains habitués, dont celui-ci, qui désire rester anonyme. Le jour de l'événement, c'est vrai qu'on était tout autour de Taxi Brousse. On a eu pris peur, on a eu la phobie, c'est psychologique, hein. Donc je pense qu'avec le temps, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. J'ai repris mes habitudes normales, pas fréquemment tous les soirs pour Taxi Brousse, mais quand je me sens disponible pour Taxi Brousse, mais sans toute crainte. L'hôtel Splendide a rouvert ses portes, mais les travaux se poursuivent pour le réhabiliter. La sécurité y a été renforcée, tout comme pour les autres grands hôtels de la capitale.
Mais pour nombre de Burkinabés, la meilleure des réponses à ces récentes attaques terroristes est d'apprendre à vivre de nouveau. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré que son gouvernement allait prendre en charge l'ensemble des activités minières du secteur du diamant. Le dirigeant estime que les entreprises minières actuelles ont volé la richesse du pays. Cette déclaration a été faite une semaine après la directive du ministère des Mines préconisant la cessation de l'activité minière à Marange, un site de champ de diamants. Le gouvernement fait savoir que les entreprises minières n'ont pas fait preuve de transparence concernant leurs opérations et leurs revenus. Jeudi, le président Robert Mugabe a déclaré que ces entreprises avaient dérobé la richesse de la nation. Malgré le fait que les champs de diamants de Marange sont considérés comme le plus grand gisement découvert ces derniers temps, les retombées du site n'ont pas été financièrement significatives pour la population zimbabwéenne. D'après le ministère des Mines, depuis 2010, le gouvernement a perçu 637,3 millions de dollars de revenus des mines. Le prolifique site de Marange a produit 29 millions de carats de pierres précieuses entre 2012 et 2014. Pour tenter de comprendre ces opérations opaques, le gouvernement a proposé la création d'une seule entreprise minière au sein de laquelle l'État posséderait 50% des parts. Une stratégie qui s'est d'ailleurs révélée être un succès au Botswana, pays voisin du Zimbabwe. Ce qu'ils ont fait, c'est avoir un partenariat gouvernemental avec De Beers. Cette joint venture s'appelle Debswana. En observant leurs résultats, je pense que l'économie du Botswana en a bénéficié. Ce que nous avons fait ici, c'est accorder pléthore d'autorisations à tellement d'entreprises et avec ce type d'approche fragmentée, on ne peut pas construire de compétences de base, que ce soit dans l'exploitation minière du diamant ou dans son traitement. Depuis 2014, les entreprises minières résistent au plan d'assainissement, période au cours de laquelle l'expiration de leur licence exigeait l'arrêt de leurs opérations. Deux entreprises ont engagé une procédure judiciaire réclamant un accès à leurs mines. Ces mines sont aujourd'hui contrôlées par le gouvernement, alors que les craintes se font pesantes concernant la sécurité des pierres précieuses. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de garantir la conformité avec les exigences minimum du processus de Kimberley pour éviter toute contrebande de diamants. En effet, si on accorde 90 jours aux entreprises, beaucoup de choses peuvent arriver en 90 jours. Pour le président Mugabe, l'État doit maintenant détenir le monopole. Cela pourrait d'ailleurs marquer un changement de politique. Le gouvernement pourrait mettre ses projets en suspens. L'objectif est de consolider et de mettre sur pied une entreprise dans laquelle il pourrait détenir 50% des parts et faire cavalier seul. Posséder une compagnie chargée de l'extraction minière de Marange permettrait d'exercer un contrôle total sur les revenus et, dans le meilleur des cas, d'en faire bénéficier l'économie nationale. Les autorités somaliennes ont annoncé qu'elles allaient progressivement s'occuper des racines du problème de la forte émigration des jeunes Somaliens. Le gouvernement a déclaré qu'il était en train de réaliser beaucoup d'efforts pour créer des opportunités dans le pays afin de les décourager à effectuer le périlleux voyage à travers la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Récemment, 14 jeunes Somaliens sont morts noyés en Méditerranée alors qu'ils tentaient d'atteindre l'Italie. Mais cet incident n'a pas découragé de nombreux autres Somaliens d'effectuer ce dangereux voyage malgré les risques. La plupart de ces jeunes souhaitent émigrer en Europe, un continent qui est actuellement déjà aux prises avec une grande crise migratoire. Les autorités somaliennes ont annoncé qu'elles étaient présentement en train de s'occuper de ce problème, afin de tenter de convaincre ces jeunes de rester dans le pays. Ce que nous faisons actuellement est de mettre en place un plan de développement économique et de faire que ce plan de développement s'adapte aux jeunes en leur créant de grandes opportunités de travail. À travers cela, nous espérons pouvoir réduire, sinon éliminer, l'immigration des jeunes vers l'Europe. En Somalie, 75% de la population est constituée de jeunes âgés de moins de 30 ans. Mais pendant des années, le chômage et l'instabilité ont forcé de nombreux jeunes à émigrer. Mais la majorité des jeunes du pays se disent optimistes et pensent que la situation est en train de s'améliorer. Cela fait des années que des jeunes, pour la plupart de mon âge, meurent en pleine mer. Je vis dans mon pays et la vie s'améliore ici. Mon conseil à ceux qui veulent émigrer est de penser aux dangers qui les guettent. J'espère qu'ils pourront changer leurs plans.
Les jeunes sont les futurs dirigeants de demain. Certains de mes amis sont morts en tentant de chercher une vie meilleure ailleurs. J'ai choisi de ne pas les rejoindre. J'ai réalisé trop de choses ici. Je suis en train d'effectuer un master et je suis heureux de pouvoir participer à la reconstruction de mon pays. Mais selon les experts, les autorités doivent agir rapidement pour pouvoir lutter contre les passeurs, dont l'activité est devenue très large et très rentable, avant que la Somalie ne perde sa population de jeunes dans des bateaux surchargés, espérant que leur vie sera meilleure de l'autre côté. Le ralentissement de la croissance en Chine a affecté plusieurs pays africains qui dépendent fortement de l'exportation de leurs matières premières. Et si l'économie chinoise a stimulé la demande pour les matières premières au cours de ces 15 dernières années, elle est en passe de basculer vers une économie basée sur la consommation. Quelques industries, telles que l'industrie du vin, bénéficient aujourd'hui de la demande accrue en produits finis. La Chine reste donc un partenaire privilégié de l'Afrique. Les besoins de la Chine ont changé, tandis que certaines régions de l'Afrique ressentent les répercussions de la baisse de la demande en matières premières. D'autres profitent de la demande élevée en produits finis, comme le vin. La Chine et Hong Kong combinés consomment le plus de vin rouge dans le monde. Cela étant dit, nous devons prendre en considération que 80% du vin consommé en Chine est fabriqué en Chine, ce qui fait de la Chine la 5e région productrice de vin dans le monde. La Chine est devenue le 6e plus important marché de vin pour l'Afrique du Sud, avec 11 millions de litres de vin exportés tous les ans. Après 2 ans de diminution des ventes en Chine, les données des douanes montrent une augmentation de près de 33% de vin importé. Les commentateurs industriels voient cela comme un indicateur d'une possible reprise de la croissance rapide que nous avons vue avant la mise en place de mesures d'austérité il y a de cela 18 mois. Avec le ralentissement de la demande de vin de qualité de l'Europe et des États-Unis, les vignerons sud-africains ont réalisé qu'il y avait une opportunité pour des vins à prix modéré en Chine. Les producteurs ont ainsi modifié leur méthode de vinification, c'est-à-dire le processus de transformation du raisin en vin afin de répondre à la demande. Ces modifications ont créé un nouveau marché de vin élaboré pour satisfaire les besoins des Chinois. Il existe toutefois des risques, notamment si les consommateurs chinois réduisent leurs dépenses. Une croissance et un intérêt pour le marché de masse et cela est intéressant pour l'Afrique du Sud vu que nous pouvons assurer l'approvisionnement. La Chine est un marché en expansion mais les experts commerciaux nous avertissent que le vin n'est pas une exception dans ce qui a provoqué le ralentissement économique. Même si nous avons démontré une croissance formidable en termes de volume et croissance, nous ne devrions pas nous enthousiasmer trop vite. Cela étant dit, parmi les 10 principaux exportateurs de vin vers la Chine, l'Afrique du Sud a bénéficié le plus. La Chine est devenue l'un des premiers producteurs de vin à l'échelle mondiale. Et selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la Chine consomme plus de vin rouge que n'importe quel autre pays dans le monde. La pratique du wakeboard est en voie d'extinction en Afrique du Sud. Aussi, ce sport nautique exaltant nécessite un remaniement. Le meilleur pratiquant de wakeboard du pays essaye de réaliser cela à travers ses exploits sur l'eau et s'efforce d'attirer des sponsors pour un sport qui pourrait un jour faire des remous lors des Jeux Olympiques. Shaun Fazio est le meilleur wakeboarder du continent. Le 4 fois champion sud-africain pratique le wakeboard depuis l'âge de 5 ans et a sillonné le globe pour participer à des compétitions de ce sport qu'il adore. Le champion de 29 ans dit que cette pratique lui procure un sentiment de satisfaction qu'il ne peut pas expliquer. Peu de personnes peuvent voler dans l'air sur l'eau. Une majorité d'entre elles ne s'est jamais dressée sur l'eau. Mais pour moi, la montée d'adrénaline que cela engendre est simplement formidable. Une fois que vous le faites, vous voulez y retourner encore et encore. L'habitant du fleuve Val pense que son sport devrait figurer aux Jeux Olympiques à l'avenir. Mais celui-ci est devenu si technique qu'il prive les spectateurs de beaucoup de plaisir et est impossible à suivre à certains moments. Lorsque j'ai commencé la pratique du wakeboard, ce n'était que de simples gars qui faisaient simplement des saltos arrière sur l'eau et des Riley, un petit peu comme des Superman, donc c'était très spectaculaire à regarder. À présent, parce que c'est devenu si technique, vous faites la même figure mais avec une rotation de 540 degrés, donc vous faites ce salto arrière avec une rotation de 540 ou un 720 degrés. Donc pour le spectateur, c'est si rapide qu'il se demande ce qu'il se passe et ce n'est plus si spectaculaire. La mission de Shaun Fazio est de rebâtir la discipline du wakeboard dans son pays.
à une époque où le sport peine à attirer les foules. Il pense que le sport nécessite l'adhésion de sponsors afin de développer de nouveaux talents et de le rendre accessible à quiconque. Pour le moment, la pratique du wakeboard n'est pas là où elle devrait être. De nombreux jeunes l'ont arrêté et ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour devenir les meilleurs wakeboarders. Dans le circuit mondial, le niveau est très haut. Et si vous considérez les Sud-Africains, leur niveau est très bas. En 2001, nous étions en fait des champions du monde. Notre équipe a gagné les championnats du monde et maintenant, nous ne sommes nulle part. Donc à présent, ce sport dépérit en Afrique du Sud. Et il nous faut revenir là où il était. Whirly Birds, Superman et Rallies sont des thèmes qui appartiennent au jargon de Shaun Faccio. Il est celui qui se bat résolument pour rendre la place qui lui revient au wakeboarding afin de remettre l'Afrique du Sud à sa place de 2001. Les Jeux Olympiques représentent le summum dans la carrière de nombreux athlètes, mais le nombre de places très limité en badminton pour les Africains signifie que plusieurs d'entre eux ne réaliseront pas leurs rêves. Voici tout de suite le parcours difficile d'un athlète égyptien qui tente sa chance pour se rendre à Rio. Le parcours qui mène aux Jeux Olympiques n'est jamais de tout repos. Pour Ali El-Khateb, même si son rêve semble à portée de main, il est encore loin du but. J'ai dû quitter mon emploi pour tenter de réaliser mon rêve. C'est à ce point important. Même s'il a bien réussi pendant la phase de qualification, il n'est pas encore certain de se rendre au Brésil. Le classement de la Fédération mondiale de badminton sert à déterminer ceux qui pourront participer au tournoi olympique. Les joueurs doivent être dans le top 100 pour s'assurer une place. Il sélectionne seulement un joueur africain en double. C'est donc très difficile de se qualifier. Il faut être dans le top 50 et un des meilleurs du continent. La phase de qualification pour le badminton va se terminer en mai. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont à égalité dans le groupe africain. Mais si tous les espoirs sont permis, il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'arriver à Rio. L'aspect du financement est très important pour nous. La plupart des Africains ont du mal à gagner des médailles d'or parce que c'est difficile de bien s'entraîner. Nous n'avons pas de camp d'entraînement comme les joueurs des autres continents, comme en Asie ou en Europe. Mais il y a encore de l'espoir. Plusieurs des meilleurs joueurs du continent ont reçu des subventions pour faciliter leur participation aux compétitions et ainsi devenir encore meilleurs. L'Afrique est devenue un endroit intéressant pour ceux qui aspirent à participer aux Jeux olympiques. Et avec la qualité de badminton que pratiquent les joueurs africains, plusieurs d'entre eux devraient pouvoir participer à des tournois internationaux, mais leur chance de remporter les grands honneurs n'est pas encore à portée de main. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.